Alors bonjour, mon nom est Jean-François Bolduc, je suis professionnel de recherche et chargé de cours à l'École de design de l'Université Laval. J'aurais beaucoup aimé ça être présent avec vous aujourd'hui, cependant, j'ai des contraintes familiales qui font en sorte que même en virtuel, c'est pas possible pour moi d'y être. Après discussion avec les organisateurs de la journée, on a décidé de vous faire un petit vidéo où j'allais vous présenter la démarche de UX Design que nous avons mise en place, mon équipe et moi, dans les dernières années pour répondre aux besoins du projet de visualisation de données en biodiversité, chapeauté par Biodiversité Québec. Biodiversité Québec a rencontré l'équipe de design de l'Université Laval pour leur proposer un premier mandat de travail qui consistait en l'élaboration d'outils de vulgarisation, de visualisation et de communication de données qui allaient permettre la diffusion efficace de l'état de la biodiversité au grand public et aux décideurs du Québec. Alors, ce premier mandat-là, c'est donc a débuté en 2018 et faisait appel à plusieurs joueurs. Donc, évidemment, il y avait les différents ministères gouvernementaux qui ont travaillé avec nous. Alors, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, et aussi le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il y avait des chercheurs en biologie, principalement donc l'équipe de Dominique Gravel et Guillaume Larocque. Et il y avait donc effectivement l'équipe de design qui est chapeautée par Frédéric Lépiné et qui comprend différents étudiants là, du bac en design graphique et de la MDI, de la maîtrise en design d'interaction, et de moi-même. Alors, le premier mandat, comme je vous le disais, donc, consistait à proposer des outils de visualisation de données pour aider les différents publics cibles à assimiler ces données-là et à les utiliser. Pour y arriver, en design, on utilise un processus souvent qui fait appel au design thinking. Alors, l'idée initiale du design thinking, c'est de mettre au centre de notre pensée l'utilisateur. Alors, tout est fait en fonction de l'utilisateur. Euh, Ici, ben, tout a commencé par l'élaboration de proto-personas. Parce que c'est bien beau faire tout en fonction d'utilisateur, mais il faut quand même le connaître, cet utilisateur-là. Alors, comment on fait ça? Ben, on commence par l'élaboration de proto-persona. Et c'est quoi un proto-persona? En fait, c'est une imagination d'un public ou de public cible qui serait en mesure ou serait intéressé à utiliser notre prototype. Alors, les proto-personas, ça se fait habituellement à l'interne. Alors, c'est les designers qui, entre eux, réfléchissent au public cible. Et cette réflexion-là va les amener à se questionner sur c'est quoi les objectifs de notre public cible, c'est quoi leur frustration, c'est quoi leur connaissance. Ici, on s'est questionné à savoir c'était quoi leur connaissance au niveau technologique. Donc, leur connaissance des outils technologiques, leur intérêt pour la technologie, leur capacité à utiliser les composantes interactives, leur attitude face aux changements que la technologie peut amener dans leur quotidien. Et on s'est aussi intéressé à leur utilisation des sources d'information. Donc, est-ce qu'ils s'informent principalement à la télévision, à la radio, ou encore dans les journaux, dans les bulletins de nouvelles, ou sur les affiches publicitaires, ou encore dans les réseaux sociaux? Alors, en réfléchissant à tous ces aspects-là, l'équipe de design a ressorti environ une dizaine de proto-personas. Donc, une dizaine de publics cibles potentiels à l'utilisation des outils de vulgarisation qui allaient être mis en place. Alors, ce qu'on a fait, c'était plutôt novateur. Donc, on a décidé de travailler avec les différentes parties prenantes. Alors, une fois que l'équipe de design a élaboré ces proto-personas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux différentes parties prenantes, donc on pense aux différents ministères, donc aux personnes qui travaillent au ministère et l'équipe de Dominique Gravel notamment, de se mettre ensemble
et de leur présenter nos proto-personas. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que bien évidemment, tout le monde avait des expertises qui étaient différentes. Donc, ça nous a permis, nous, de peaufiner les proto-personas qui étaient déjà faits, mais ça nous a aussi permis d'en créer de nouveaux. Des proto-personas ou des publics cibles que l'équipe de design n'avait même pas pensé et que les autres parties ont proposé. Alors, ça a été une démarche, disons, très itérative entre l'équipe de design et nos partenaires. Et ça a bien fonctionné, de sorte à ce que, à la fin de cette disons, période de travail-là, on s'est retrouvé avec différents proto-personas, donc appelons-les différents publics cibles, qui ont été classés en 3 grandes catégories. Chacune de ces catégories-là, donc, comprend des publics cibles qui ont les mêmes besoins, donc des besoins très semblables. Alors, parmi ces catégories-là, donc, on retrouve les influenceurs. Les influenceurs, eux, comprennent les journalistes scientifiques, les activistes, les leaders d'opinion, les chasseurs-pêcheurs notamment. On retrouve aussi la génération montante. Alors, la génération montante, c'est des jeunes intéressés par la biodiversité et par les enjeux liés à la biodiversité. Alors, la génération montante, on réfléchissait plus à des jeunes adultes, cégepiens et étudiants à l'université. Et enfin, on retrouvait aussi la catégorie des gestionnaires de territoire. Dans cette catégorie-là, on retrouve bien évidemment des gestionnaires au gouvernement, mais aussi des maires et mairesses, des urbanistes, des gens qui travaillent pour les conseils régionaux de l'environnement, les MRC. Alors là, on s'est retrouvé avec 3 grandes catégories. Et dans chacune de ces catégories-là, on retrouvait différents publics cibles qui avaient des besoins qui étaient très semblables. Alors par la suite, ce qu'on a fait, donc, on a poursuivi notre recherche, on a voulu peaufiner notre compréhension des besoins de ces publics cibles-là, donc de ces 3 grandes catégories-là. Les proto-personas nous aident énormément. Cependant, il y a une limite à l'utilisation des proto-personas. Alors, on a poussé donc la note pour aller créer des personas qui seraient spécifiques à chacune des catégories que je viens de vous présenter. Donc, les influenceurs, la génération montante et les gestionnaires de territoire. Alors, comment on fait ça? Donc, pour la création de personas, on fait appel aux entrevues semi-dirigées. Alors, dans notre cas, on a élaboré un questionnaire qui comprend qui comprenait 43 questions ouvertes, qui s'intéressaient à différents aspects de nos publics cibles. Alors, on s'intéressait à leur vie personnelle, leur vie professionnelle, mais on s'intéressait aussi à leurs connaissances relatives aux enjeux liés à la biodiversité. Ça allait beaucoup nous aider à savoir à quel point on devait mâcher ou on devait simplifier l'information qui allait être présentée dans nos outils de visualisation. Ensuite, les entrevues semi-dirigées aussi font appel à certaines questions de relance. Alors, c'est quoi les questions de relance? Donc, c'est des questions qui viennent supporter nos questions principales lorsque nos personnes interviewées n'arrivent pas à répondre très clairement ou n'arrivent pas à bien s'expliciter leur pensée. Donc, en fait, l'idée ici, c'était vraiment de cerner les besoins de chacun de ces publics cibles-là. Alors, pour chacune des catégories, il y a eu 5 personnes qui ont été interrogées. Une fois que les entrevues ont été passées, alors est venu le temps de faire l'analyse de ces entrevues-là. Et cette analyse-là est faite sous forme d'accord interjuge. Alors ici, l'idée, ça a été de faire écouter à 2 ou 3 membres de l'équipe de design les entrevues. Alors, pour chacune des questions, les personnes, donc les juges, qui écoutaient les entrevues, devaient noter leur compréhension de la réponse donnée. Donc, l'idée n'était pas de faire un verbatim, mais bien de noter la compréhension que la personne avait de la réponse donnée. Dans un deuxième temps, les juges, donc les personnes qui ont écouté les entrevues,
se sont rassemblés. Et pour chacune des questions, ils ont comparé leur compréhension et les points communs qui ressortaient dans chacune des compréhensions étaient gardés et devenaient la réponse officielle de la personne qui a passé l'entrevue. Alors, ces accords interjuges-là nous ont permis de résumer, ou du moins d'établir avec plus de certitude qu'on l'avait fait avec les proto-personas. Donc, ça nous a permis d'établir les besoins qui étaient associés aux différentes catégories de publics cibles potentiels aux outils de visualisation de données en biodiversité. Alors ici, je vous présente un résumé de ces besoins-là. Sur la gauche, donc on voit les besoins de la génération montante. Ce qui est important de noter ici, c'est que la génération montante a besoin de proximité. Donc, souvent, ça revenait. Donc, elle disait qu'elle ne savait pas comment aider la situation de la biodiversité dans leur environnement immédiat. Alors, c'est pour ça qu'ils s'intéressaient peut-être un petit peu moins à la biodiversité, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Cette génération-là utilise énormément son cellulaire pour communiquer et s'informer. Elle consulte beaucoup les réseaux sociaux, donc on pense à Instagram, Facebook, YouTube, Spotify notamment. Certains participants s'intéressent à l'information qui est divulguée sous forme de vidéos, un peu comme les émissions RAD proposées par Radio-Canada, et s'intéressent beaucoup aux reportages audio, alors aux balados notamment. La génération montante, ça c'est intéressant, elle se méfie des données présentées sous forme de graphiques, parce qu'elle est consciente que l'information peut avoir été manipulée. Et selon elle, donc pour qu'une information soit fiable, elle doit utiliser un vocabulaire qui est neutre et non sensationnaliste, se baser sur des sources fiables et être associée à des auteurs de renom. Certains participants, donc ça c'était aussi intéressant, nous ont démontré leur intérêt à utiliser des to-do lists. Alors une espèce de présentation sous forme de points clés qu'ils pourraient suivre pour aider l'état de la biodiversité autour d'eux. La génération montante croit ne pas avoir suffisamment avoir été informée dans son cursus scolaire. Ça, c'est intéressant aussi parce que on se disait, ben ok, oui, c'est intéressant de se dire qu'il y a des cours liés à la biologie au secondaire notamment, mais on se rend bien compte que les sujets abordés dans les cours n'étaient peut-être pas ceux qui intéressaient cette génération montante-là. La génération montante est consciente que la biodiversité est en changement au Québec et que ce changement-là peut avoir un impact sur eux, mais jamais ils sont arrivés à bien qualifier ce changement-là. Donc, ils savent qu'il se passe quelque chose, mais ils ne savent pas tout à fait quoi. Alors ça nous amène aussi à se rendre compte donc qu'aucun sujet relatif à la biodiversité était bien maîtrisé là, chez la génération montante. Cependant, elle s'intéresse à ce qui se passe près d'elle. Alors, la génération montante trouve ça très intéressant, les grands reportages présentés à la télévision, donc sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais ce qui l'intéresse davantage, c'est ce qui se passe près d'elle, puis comment cette génération-là peut venir aider ce qui se passe près d'elle. Alors ça, c'était les besoins de la génération montante. Alors si on se retourne maintenant vers les besoins des influenceurs et des gestionnaire. Alors là, c'est intéressant parce que initialement, donc, on a fait des proto-personas. On les a catégorisés en 3 grands groupes. Et là, on se rend compte qu'il y a 2 de ces grands groupes-là qui possèdent sensiblement les mêmes besoins envers un outil de visualisation de données en biodiversité. Alors, ce qui ressort principalement chez les besoins des influenceurs et des gestionnaires, c'est l'efficacité. Ils veulent avoir de l'information avec un certain niveau de complexité qu'ils pourront eux-mêmes utiliser au quotidien, notamment dans le cadre de leur travail,
mais ils aimeraient aussi avoir l'information présentée plus simplement pour que lorsque vient le temps de parler à la population ou à leurs employés, ce soit plus facile de le faire. Alors, les sources d'informations privilégiées chez les influenceurs et les gestionnaires de territoire sont assez variées. Alors, ils utilisent leur téléphone cellulaire pour consulter des sites web, pour consulter des courriels d'information. Mais ils écoutent aussi beaucoup la radio, notamment dans l'auto. C'était revenu souvent. Pour eux, l'information est fiable lorsque les sources le sont. Ils aiment avoir accès aux sources. Certains participants aiment aussi lorsque les résultats sont analysés et présentés sous forme de graphiques ou de statistiques. Lorsque vient le temps de communiquer l'information à leur public, donc on pense soit à la population, aux membres de leur entreprise ou leurs employés, eux aussi, ils aiment avoir certains outils de type to-do list ou encore des cartes interactives simples. Ils aimeraient avoir un outil qui présente des données selon différents degrés de complexité, de sorte à ce qu'ils puissent les utiliser pour leurs besoins à eux. Donc, eux se considèrent comme des généralistes, donc des gens qui connaissent un peu la biodiversité, mais qui ne se considèrent pas spécialistes. Mais ils aimeraient aussi beaucoup communiquer l'information à des personnes qui connaissent moins le sujet, d'où le fait où ils aimeraient avoir un outil avec différents degrés d'information. Tous les participants jusqu'à présent ont soulevé le point qu'il serait très utile à leur travail d'avoir accès à l'emplacement précis des espèces et des sites protégés. Leurs connaissances relatives en biodiversité sont bonnes, voire très bonnes, comme je vous disais, mais ils se considèrent vraiment comme des généralistes et non comme des experts. Donc, un outil proposant des données d'une trop grande complexité, pour eux, ça les intéresserait un peu moins. On sent aussi que les influenceurs et les gestionnaires de territoire veulent un outil efficace qu'ils pourront utiliser dans le cadre de leur travail et de leur présentation. Alors ça fait le tour vraiment des besoins de nos trois grands publics cibles, donc la génération montante, les influenceurs et les gestionnaires de territoire. Alors, est venue une deuxième étape dans notre travail de designer, et c'est de comprendre les données reliées à la biodiversité. Donc, c'est quoi les données qui vont être mises dans nos outils de visualisation? Alors, pour ce faire, on fait appel à des modèles de données. Alors, les modèles de données, c'est des modèles qui sont utilisés par les informaticiens notamment pour classifier la donnée. Nous, on ne va pas jusque-là. Alors, le designer ici utilise le modèle de données pour un peu comme outil pour l'aider lui-même à comprendre en général c'est quoi les données qui devront être placées dans les prototypes. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, on a élaboré différents modèles de données en collaboration avec les différents scientifiques biologistes avec qui nous travaillons, pour arriver à bien comprendre le type de données qui seront présentées dans nos outils de visualisation. Alors, une fois qu'on a bien compris c'était quoi les besoins de nos publics cibles, c'était quoi, en général, les types de données qui allaient être présentés dans nos outils de visualisation de données, s'en est suivi différentes étapes typique d'un processus de design qui permet l'élaboration d'un prototype d'outils de visualisation de données. Alors, l'étape d'après, on a travaillé à ce que nous, on appelle le storytelling. Alors, c'est quoi le storytelling? En fait, c'est un scénario élaboré par les designers qui illustre et décortique les étapes cruciales de l'interaction de l'utilisateur avec son environnement. Alors là, ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment de mettre l'emphase sur les moments clés où un utilisateur pourrait utiliser l'outil de visualisation désigné. Alors, le storytelling, on va le représenter souvent sous forme de BD. Alors, on va voir un protagoniste qui va utiliser l'outil et à certains moments, on va comprendre comment l'outil pourrait lui être bénéfique. Et tout ça, c'est en se basant sur les besoins du protagoniste en question, les besoins qui ont été déterminés préalablement par les proto-personas et par l'élaboration de personas. Donc, une fois que le storytelling a été fait,
on passe à une étape subséquente. Donc, une étape où l'équipe de design élabore des maquettes filaires. Alors, c'est quoi les maquettes filaires? Donc, on commence par réfléchir à une analyse de tâches. Donc, quelle tâche le protagoniste ou le public cible doit faire pour arriver à bien utiliser ou à utiliser de façon efficace le prototype. Donc, une fois que l'analyse de tâches est faite, donc on imagine des maquettes filaires qui, en fait, sont une schématisation des interactions entre l'utilisateur et l'interface. Et ces maquettes filaires-là donc, font appel aux étapes de storytelling qui ont été faites précédemment. Donc, les maquettes permettent d'illustrer les étapes nécessaires aux fonctionnalités de l'outil qui vont mener à l'atteinte du but de l'utilisateur. Alors, une fois qu'on a obtenu les maquettes filaires, donc on peut imaginer ici les maquettes filaires comme étant une interface sans couleur, sans image. Donc, vraiment une interface qui nous permet de bien positionner les différents éléments dans l'interface pour s'assurer que l'interface réponde bel et bien aux besoins de l'utilisateur. Donc, une fois que tout ça c'est bien réfléchi, on passe à une troisième étape de travail qui est l'étape de prototypage. Alors, le prototypage donc, consiste à concrétiser les concepts élaborés. Alors, c'est là que ça devient beau. C'est là qu'on met des images. C'est là qu'on travaille avec les différentes théories de couleurs. Donc, c'est là qu'on va venir agrémenter le prototype. Oui, pour qu'il soit utile et adapté aux besoins, mais pour qu'il soit également beau. Alors, les prototypes servent à montrer comment les maquettes filaires peuvent prendre forme en termes d'interface visuelle et de fonctionnalité. L'élaboration de prototypes donc s'appuie sur un grand nombre de principes théoriques de design pour que les choix graphiques soient au service des fonctionnalités de l'outil. Une fois qu'on a prototypé, donc une fois qu'on a un prototype d'outil de visualisation, alors là, on fait les tests utilisateurs. Les tests utilisateurs donc, permettent de valider le déroulement d'une expérience globale et de tâches plus précises à l'aide de prototypes élaborés. Alors tout ça a été fait pour notre premier mandat. Tout comme le deuxième mandat que je vais aborder là, par la suite, a été fait en collaboration avec les étudiants de la maîtrise en design d'interaction offerte à l'école de design de l'Université Laval. Alors, les prototypes que je vais vous présenter ici donc, proviennent de l'imagination des étudiants de la cohorte 2020-2021, en pleine pandémie. Les étudiants ont été placés en équipe et ont développé 5 prototypes. Alors, le premier des prototypes était le prototype Papillon. Papillon s'adresse à la génération montante, la génération Z et aux influenceurs. Donc, ici, on parle des enseignants. Les étudiants ont établi comme problématique ici le fait que le système d'éducation actuel ne semble pas avoir accès à un outil pédagogique qui aide à l'enseignement de matières entourant la biodiversité. Selon eux, il semble primordial d'informer et de responsabiliser la génération montante, ces acteurs de demain, quant à l'urgence de la protéger en adaptant des comportements durables. Alors, l'équipe d'étudiants ont réfléchi à un concept de trousse d'enseignement supporté par une application mobile éducative où l'élève est amené à concevoir un jardin virtuel réfléchi en fonction d'attirer des lépidoptères. Cette trousse donc, vise à inciter la génération montante à faire de même à la maison, ce qui favoriserait une prise de conscience face à l'importance du rôle des lépidoptères sur la biodiversité. Alors ça a été le premier projet qui a été proposé par les étudiants de la MDI. Le deuxième projet, donc, c'est le projet Pèlerin. Le projet Pèlerin fait appel également à la génération montante, alors là, un petit peu plus vieux, comme on avait proposé là, au tout départ, donc aux cégepiens et aux universitaires. La problématique veut que les membres de la génération montante veulent contribuer à un monde meilleur en posant des gestes concrets pour aider la protection de la biodiversité. Toutefois, ils ignorent de quelle façon s'y prendre et il manque aussi de connaissances. Donc ça, on l'avait vu également là, lorsqu'on a étudié les besoins des différents publics cibles. Alors, le concept de l'application Pèlerin, donc c'est une application qui se retrouve sur le téléphone cellulaire. Le concept donc veut que l'application soit une application de randonnée qui utilise la géolocalisation pour proposer de l'information spécifique à la biodiversité présente au lieu où se trouve son utilisateur. Donc, tout au long du parcours, le randonneur peut recevoir des alertes
qui lui indique le potentiel de retrouver certaines espèces d'animaux et ou de végétaux notamment. Puis également, donc, il y avait une autre fonction qui proposait donc de pointer l'appareil photo du téléphone cellulaire et de voir apparaître sur l'écran une couche d'informations supplémentaires en réalité augmentée pour offrir de l'information aux utilisateurs par rapport aux différents spécimens qui les entouraient. Alors le troisième projet, donc le projet Baya, fait également appel à la génération montante, donc les milléniaux et la génération Z. Le projet Baya, c'est super intéressant en fait parce que c'est un projet de sciences participatives. Alors, selon eux, la génération montante désire s'impliquer dans la préservation de la biodiversité de leur région, mais susciter un engagement environnemental chez elle peut, selon eux, devenir complexe puisque l'acquisition de connaissances n'est habituellement pas suffisante pour y arriver. Alors, ce que l'équipe de l'MDI a proposé ici, donc c'est un concept, comme je vous le disais, de sciences participatives qui s'appuie sur des concepts tirés du domaine du jeu vidéo afin de favoriser la motivation chez les utilisateurs. Alors, la solution vise à atteindre 3 objectifs, donc accroître les connaissances de la génération montante relativement à la biodiversité québécoise, renforcer leur engagement environnemental et appuyer la recherche scientifique entreprise par Biodiversité Québec. Le quatrième projet proposé par la MDI, donc c'est le projet BioBalado. Alors, encore une fois, proposé pour la génération montante, l'équipe avait soulevé la problématique voulant que la génération montante avait des besoins de crédibilité chez les médias qu'elle consulte, mais aussi de flexibilité dans son utilisation de produits numériques, ainsi que dans son emploi du temps. Alors, selon eux, les médias traditionnels ne sont pas assez spécialisés, crédibles et versatiles pour répondre à la manière dont la génération montante s'informe. Alors, ce qu'eux proposent ici, c'est un balado. Un balado qui est scindé en 2 grandes sections. Le premier, donc, c'est un balado discussion, un balado standard, comme on le connaît, donc qui fait appel à un animateur connu, qui pose des questions et qui reçoit des invités, donc des biologistes reconnus, qui parlent de leur projet de recherche. Alors ça, c'était la première section du balado. Et le bio-balado, à ce moment-là, proposait également un deuxième volet, qui était plutôt un balado parcours. Donc, les étudiants proposaient de se promener dans un milieu et le balado pouvait, dépendamment de la géolocalisation, pouvoir donner des informations spécifiques à ce milieu-là. Alors enfin, le dernier projet proposé par les étudiants, c'est le projet BioSave. Alors, BioSave sont consacrés aux gestionnaires de territoire. Alors là, on était bien content de voir que les étudiants avaient osé et avaient décidé de travailler sur un projet spécifique aux besoins des gestionnaires de territoire. Alors ici, la problématique soulevée était que les gestionnaires de territoire font souvent face à une surcharge de travail et un manque de temps qui font en sorte qu'ils ont des besoins bien particuliers en termes d'outils de travail. Donc, ils veulent avoir de l'information avec un certain niveau de complexité qui est utilisée au quotidien, mais ils aiment aussi avoir cette même information-là présentée plus simplement, qui peut aussi être utilisée lorsque vient le temps de parler à la population, aux membres et aux employés. Alors, le concept de BioSave ici, c'est de proposer un outil d'aide à les décisions, favorisant l'impartialité et utilisant les données et les recommandations des biologistes relatives aux enjeux de la biodiversité. Le but de ce concept-là, c'est d'amener le décideur à comprendre les enjeux de la biodiversité liés à sa municipalité, en simplifiant et en visualisant les informations à prendre en compte lors de leur décision. Alors, voici les 5 concepts réfléchis par la cohorte 2020-2021 des étudiants de la MDI. Alors, suite à plusieurs discussions avec les différents membres des ministères avec qui on travaille et les membres également de l'équipe de l'Université de Sherbrooke, on est venu à la décision, à la conclusion, que parmi les 5 concepts proposés, 2 allaient être retenus et développés davantage. Alors, le concept de BioBalado et le concept de BioSave. Cependant, on s'est rendu compte que les concepts, tels que présentés par les étudiants de la MDI, pouvaient avoir certaines lacunes ou pouvaient présenter certains défis en termes de logistique et de mise en place.
Alors, on a travaillé et on travaille toujours à l'adaptation de ces deux concepts-là. Par exemple, ici, le volet discussion du projet BioBalado va être développé en premier. Et les balados parcours guidés seront mis en branle ultérieurement si le besoin s'en fait sentir. Le projet BioSave, quant à lui, va être simplifié, puisqu'évidemment, ça demandait beaucoup d'approbation administrative. Ça devenait très compliqué à mettre en place selon la première mouture présentée par les étudiants. Donc, le projet va être simplifié et va proposer un tableau de bord qui aide ou qui va aider les gestionnaires de territoire dans leurs premières étapes de prise de décision. Alors, ces deux concepts-là donc, pourront être utilisés de façon autonome, mais pourront aussi être utilisés dans un portail de visualisation de données. Alors là, ça me mène vers le mandat numéro 2 que Biodiversité Québec a proposé à l'équipe de design. Le deuxième mandat proposé à l'équipe de design par Biodiversité Québec est de mettre en place un portail web permettant la diffusion de données en biodiversité. Le portail doit répondre aux besoins de différents publics cibles, notamment les scientifiques biologistes, comme vous, mais aussi aux décideurs et à la génération montante, donc les jeunes qui s'intéressent à la biodiversité. Pour nous épauler dans ce projet-là, nous avons fait appel aux étudiants et étudiantes de la cohorte 2021-2022 de la MDI, de la maîtrise en design d'interaction offerte à l'Université Laval. Alors, les étudiants et étudiantes se sont placés en groupes de 4 ou 5 personnes et ont réfléchi à un prototype de portail web. Ce que nous vous proposons comme atelier subséquemment à ma présentation, donc, c'est de vous mettre en équipe d'une vingtaine de personnes. Chacune de vos équipes sera associée à un prototype réfléchi par les étudiants et étudiantes de l'AMD. Ce que nous voudrions donc, ce serait que vous puissiez être en mesure de nous donner vos commentaires par rapport au prototype. Alors, c'est quoi les bons coups que les étudiants ont fait? C'est quoi les moins bons coups? Quelles seraient les améliorations? Nous, ça va nous aider énormément par la suite parce que les étapes subséquentes au projet sont notamment de reprendre les bons coups proposés par les étudiants et d'en faire un prototype, disons, général qui pourrait être utilisé par Biodiversité Québec. Alors voilà, c'est ce qui termine ma présentation. J'espère que vous avez apprécié et j'espère pouvoir vous rencontrer un de ces jours. Merci beaucoup.